Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast. D'abord, on m'a signalé une erreur sur le précédent, donc je reprends. Donc j'évoquais c'est Dr Catherine Guéguen qui est pédiatre. Voilà, je m'étais trompée sur son titre. C'est effectivement quand je pars en forêt, je prends pas de notes avec moi. Et c'est tout de tête, donc parfois ça peut m'arriver de faire des petites erreurs. Voilà, donc l'erratum est fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler de « je prends sur moi » ou plutôt de « t'as qu'à prendre sur toi ». Voilà, cette phrase qui pousse vraiment à bout quand on doit prendre trop souvent sur soi dans la journée. Et autant ça viendrait à l'idée de personne de demander à un aveugle écoute, prends sur toi, tu vois que dalle. Marche. T'as pas de chien, t'as pas de canne, on s'en fout, prends sur toi. Ou un handicapé en fauteuil, non, vas-y, attends, là il y a plein d'escaliers, prends sur toi. Tant pis, tu montes pas les escaliers ou tu te démerdes, quoi. Prends sur toi. Pour ce qui concerne ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui le handicap invisible, je suis un peu mitigée sur le terme de handicap, parce que d'un côté j'ai pas envie d'être stigmatisée handicapée, mais de l'autre côté je vous dis que s'il y avait une meilleure connaissance de l'hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, peut-être que on aurait un peu plus notre place et de respect de la part du monde qui nous entoure. Parce qu'un hypersensible, moi je vais pas repréciser à chaque fois si c'est émotionnel ou sensoriel, parce que on va dire un hypersensible, une hypersensible. Si j'utilise le masculin plus que le féminin, ou à l'inverse, c'est pas par non-respect du genre de chacun, c'est juste que c'est plus facile et plus fluide dans mon élocution. Oui, donc je disais, un hypersensible ou une hypersensible, c'est quelqu'un qui finalement souffre d'une forme de handicap invisible, parce que tout un tas de petits détails vont le faire souffrir dans le milieu dans lequel il évolue, et qu'il ne pourra pas forcément exprimer, ou s'il l'exprime, il ou elle l'exprime, ça va engendrer des phrases du type « prends sur toi ». Voilà. En toute transparence, là au moment où j'enregistre le podcast, je suis consignée à domicile. Je suis en arrêt de travail pour une prévention d'un deuxième burn-out. L'avantage d'en avoir déjà fait un, c'est qu'on connaît les symptômes. Et là, avec l'écoute bienveillante de ma médecin généraliste, on a décidé de m'éloigner de mon milieu de travail, puisque je dois beaucoup prendre sur moi là-bas pour plein de raisons. Et on me l'a dit à plusieurs reprises, voilà, ça fait partie des injonctions là, depuis la rentrée de septembre, où régulièrement on me dit mais enfin madame, il faut prendre sur vous. Ouais, ok, d'accord. Alors je vais pas vous faire ici le détail, si peut-être, de tout sur quoi je dois prendre sur moi en ce moment, mais franchement au bout d'un moment mon dos il est plus du tout assez large. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, et que les injonctions sociétales font que l'on n'ose pas se dire que stop, et que c'est son propre fonctionnement et qu'on doit s'écouter et se respecter. Les injonctions autour font qu'on se dit oui c'est vrai, on me dit de prendre sur moi, c'est vrai, c'est peut-être moi qui suis trop sensible et du coup je peux peut-être prendre sur moi. Alors quand tout va bien, quand on n'a pas beaucoup de tracas,
quand on est dans une forme de stabilité, on peut très facilement prendre sur soi pour un truc dérangeant. Ça marche. Voilà. Puis on prend sur soi et puis on canalise le truc et puis ça marche. Et puis après, il y a des moments dans sa vie où il y a moins de choses qui vont bien. Et puis parfois, il n'y a plus rien qui va. Et là, prendre sur soi, c'est juste un peu trop dur en fait. Là, c'est juste plus possible parce qu'on est en mode survie. Alors j'ai déjà abordé dans d'autres épisodes, parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, oui, je sais pas si je dois les écouter dans l'ordre chronologique ou pas, ou si je peux les écouter dans le désordre. Je dis, je fais quand même souvent des références à ce qui a déjà été dit dans un autre épisode, donc c'est peut-être mieux d'écouter dans l'ordre chronologique, je sais pas. Donc je vais essayer de faire peut-être moins de rappels, ou parce qu'en fait je sais pas exactement dans quel podcast je l'ai dit, donc c'est compliqué. Et puis une fois de plus, comme je pars en forêt et que j'ai pas de notes sur moi et que je connais pas le contenu de mes podcasts par cœur, j'ai pas tenu un tableau Excel précis de toutes les données et les mots-clés. J'aurais peut-être dû, c'est comme ça je pense qu'on arrive sûrement à avoir un grand nombre d'auditeurs. C'est en choisissant exactement les mots-clés qu'il faut dans le podcast et pour l'enregistrer sur internet, mais c'est pas trop ma démarche en fait. Moi j'ai envie de vous offrir un podcast sincère et qui vient du fond de mon cœur et pas un truc calculé marketing. Sans jugement pour ceux qui font du marketing, mais c'était pas ma démarche à moi. Voilà. Donc j'ai pas le détail des contenus et donc je sais plus sur quel podcast c'est. Alors au début je savais encore, je pouvais vous dire sur les 10 premiers, là je pouvais encore dire oui alors dans le podcast numéro 7 machin. Là je sais plus. Donc oui, effectivement, j'ai déjà abordé l'hypothèse qui est retenue par certains scientifiques aujourd'hui sur l'origine de l'hypersensibilité. Donc certains scientifiques, tous bords, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des biologistes, tous scientifiques confondus, certains émettent une hypothèse qui n'est absolument pas confirmée pour le moment, mais qui, moi, fait plaisir à mon cœur. Donc, du coup, j'aime bien retenir celle-ci. Part du principe qu'en fait, à un moment donné, on nous a fait grandir dans l'idée qu'on était des sapiens, homo sapiens, 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 et on avait complètement oublié la part de Néandertal là-dedans, puisque Néandertal s'est éteint plutôt que sapiens. Et finalement, on se rend compte, en poussant un peu la recherche sur l'ADN, qu'on retrouve des gènes Néandertal chez les sapiens. Et on se rend compte que les personnes hypersensibles ont un taux de gènes Néandertal qui est un peu plus élevé que sur la norme, chez les personnes plus standards ou moins neurosensibles, neuroatypiques, moins sensibles. Et finalement, ça s'explique assez facilement puisque Néandertal était quand même un homme préhistorique très primitif et qu'il avait besoin que tous ses sens soient en alerte tout le temps, H24. Alors, moi, ça me permet de m'auto-calmer de m'auto-apaiser plutôt quand je me sens en surstimulation et proche court-circuit. Je me dis que c'est tout mon système primaire qui est en éveil et qu'il y a trop de signaux de danger partout et que mon instinct essaye de me dire qu'il y a du danger. Et voilà, donc en général c'est des grands moments de repli où je vais m'isoler du monde et me mettre en position de sécurité. En ce moment c'est dans mon hamac, dans ma mezzanine avec des séries ou des films super gentils et super mignons où il y a zéro danger pour vraiment aller apaiser tout le fonctionnement hormonal à l'intérieur de mon cerveau et retrouver de la confiance et de l'apaisement. Voilà, donc Néandertal était quand même très conscient de tous les dangers qui pouvaient l'entourer et il était tout le temps en éveil pour guetter un serpent caché, d'où une hyperacousie et une hyperacuité visuelle, pour prévoir un élément météorologique. Imaginez-vous à la place d'un homme préhistorique, d'un Néandertal qui vit
tout seul, avec sa petite tribu, dans la nature et tous les dangers qui l'environnent, qui l'environnent, qui l'entourent. Et imaginez-vous de toutes les compétences physiques et sensorielles dont il devait faire preuve pour survivre. Et donc une fois de plus, la durée de vie de notre humain de maintenant est tellement courte par rapport à l'histoire de l'humanité qu'on n'a pas pu adapter notre cerveau au monde d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont extrêmement handicapées au quotidien dans le monde moderne par cette hypersensibilité, hypersensorialité, parce qu'elle n'est plus au goût du jour. Effectivement, on est beaucoup moins en danger aujourd'hui qu'on l'était à l'époque des hommes préhistoriques, où les dangers ne sont pas les mêmes et notre cerveau ne s'est pas adapté. Et puis, ce Néandertal, il était proche de la nature, il était en connexion totale avec la nature, et forcément, tout ce qui relève de la construction humaine, des lumières néons, des matières synthétiques, des odeurs chimiques, ce sont des choses qui vont beaucoup déranger les personnes hypersensibles parce que ça n'a aucune connexion avec la nature en fait. Donc déjà, pour trouver une forme d'apaisement, je dirais, si vous avez la sensation que vous êtes quelqu'un d'hypersensible ou hypersensoriel, essayez déjà dans un premier temps de faire le vide dans vos possessions de tout ce qui relève de l'industrie et qui serait complètement neuf, c'est-à-dire bourré de perturbateurs endocriniens et de produits chimiques. Essayez plutôt d'aller chiner des vieux objets, de vous habiller avec des matières naturelles, du coton, du lin, de la laine naturelle et pas du synthétique. Et puis observez sur vous-même la différence au niveau de votre humeur si vous êtes dans des matières synthétiques ou dans des matières naturelles. Déjà, ça fait une chose de moins à prendre sur soi le matin, c'est-à-dire que si on est à l'aise dans ses habits et si on ressent une énergie positive avec ses vêtements, ça fait déjà une chose de moins sur laquelle il faut prendre sur soi. Parce que si on a une étiquette qui gratte, une matière trop synthétique qui va agresser la peau et tout le système sensoriel, ça fait déjà une grosse agression à l'intérieur. Et après, c'est beaucoup plus difficile de prendre sur soi pour des choses plus importantes, on dira. C'est pareil. En fait, je crois qu'on néglige souvent le rôle de son, entre guillemets, cerveau reptilien controversé aujourd'hui et sur les effets des agressions sur le cerveau reptilien. Je dis pas qu'il faut revenir à une mode de vie d'il y a une centaine d'années, mais d'essayer de trouver un compromis entre la modernité de notre société et les besoins de ce fameux cerveau reptilien controversé entre guillemets. Oui, je crois que je l'ai abordé déjà, quand même aussi tout un corps scientifique qui rejette l'idée du cerveau reptilien. Bon, c'est pareil, moi c'est un truc qui me plaît, donc j'ai tendance à l'adopter, mais voilà, ça plaît pas à tout le monde, ça convient pas à tout le monde, donc à vous de voir. Et puis ça fonctionne aussi, tout ça aussi sur l'alimentation, d'essayer de manger le plus naturel possible, le moins de produits transformés possible, et de s'autoriser des bons produits. Alors nous ici en pleine campagne c'est beaucoup plus facile, on a des regroupements de producteurs en agriculture raisonnée ou bio et c'est très facile d'avoir accès à de la viande. Oui, nous on mange encore de la viande à la maison, mais à de la viande de qualité, à des légumes produits dans des bonnes conditions et surtout on est sur du circuit court, donc des légumes qui sont frais. Cuisiner c'est aussi potentiellement l'objet d'un autre podcast. Pour moi, ça a une grande symbolique, une grande signification. Et quand je prépare à manger avec des produits naturels, des produits frais,
des produits de la ferme. Quand je prépare à manger à ma petite famille, à mes enfants, même si c'est juste une pizza, mais que je vais préparer la pâte et je vais choisir mes ingrédients. Je vais prendre du jambon de la ferme, de la mozzarella qui vient d'une ferme aussi, pas très loin de chez nous, du coulis de tomates que prépare ma maman. J'y mets des bons ingrédients et je me dis que mes enfants vont bien grandir en fait. Parce que je leur mets à disposition des bons ingrédients et des choses qui n'auront pas été trop polluées avec peu de perturbateurs endocriniens et que je vais leur laisser accès à leur cerveau reptilien et aux gènes néandertals qui vivent en elles. Et voilà, je me dis que c'est important de bien les nourrir. J'échange régulièrement avec une personne qui est potentiellement une amie en devenir, mais on ne se voit pas assez souvent. Et justement, on parlait un peu de tout ça et de à quel point la perturbation de la flore intestinale peut engendrer de l'anxiété et du stress. Mais aussi justement parce qu'on a perdu le contact à la nourriture saine pour nous. Alors il y a tout un mouvement sur les réseaux sociaux autour de la nourriture saine. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu extrémistes dans leur approche, mais c'est comme partout, il faut toujours une approche un peu plus extrémiste pour pouvoir arriver à trouver un juste milieu. Et quand on voit ces profils d'Instagrammeuses, influenceuses, avec leur bol de fruits, de céréales bio, ou des assiettes de légumes, je vois bien que sur mon ado, ça a de la prise en fait. Mon ado a 15 ans et c'est elle qui demande maintenant à avoir plus de légumes, plus de légumineuses, et qui commence à prendre conscience vraiment de l'intérêt de manger équilibré. Donc si on s'aménage déjà une paix au niveau de son habitat, en utilisant peu de choses qui viennent de l'industrie, mais en essayant de réutiliser, réinvestir, chiner, aller en brocante, récupérer à droite et à gauche des objets ou même du linge de lit ou des serviettes de toilette, mais qui sortent pas du magasin avec les produits et qui n'ont pas pris des grands paquebots avec plein de produits pour éviter les moisissures et les rats et les souris. Déjà on augmente l'apaisement interne de son corps. Déjà son cerveau est beaucoup moins en réaction et se dit beaucoup moins qu'il est en danger. Ensuite, si on fait attention à ce qu'on porte sur soi et on choisit des vêtements dans lesquels on est bien et où le ressenti est positif. Il y a certaines matières synthétiques qui sont quand même agréables à porter, où il y a des mélanges de matières naturelles, matières synthétiques qui sont agréables à porter. Mais le plus important, c'est vraiment d'être dans le ressenti du vêtement. Et d'être en alignement avec ce qu'on va porter, parce que on l'a toute la journée sur le dos. Et du coup, c'est quand même important de se sentir bien dans ses fringues. Voilà. Ça apaise encore plus le système intérieur où le cerveau ne se sent pas en danger non plus. Et puis en faisant attention à ce qu'on mange, en limitant les sucres raffinés, en limitant les excitants, en évitant les plats préparés et industriels, en essayant de cuisiner un peu plus. Ça prend pas forcément beaucoup de temps de cuisiner. C'est juste comme ça un exemple, parce que je vous dis, je voulais en faire un autre podcast, donc je vais pas tout vous raconter là sur la cuisine. Mais samedi matin, en 2 heures de temps, j'ai préparé plusieurs repas d'avance, avec que des produits frais. Et ça revient pas particulièrement plus cher en fait, si on s'organise bien, si on prend juste ce dont on a besoin et qu'on s'organise, c'est du temps de gagner. Parce que si les plats pour 3-4 repas sont prêts, on gagne du temps, il n'y a plus qu'à réchauffer et le frigo est moins rempli et on a une meilleure visibilité sur ce qu'il y a dedans et on fait moins de gaspillage alimentaire et en plus c'est meilleur pour l'intérieur de soi. Voilà, donc je fais attention à ce que je respire, je fais attention à ce que je mets sur ma peau et je fais attention à ce que j'ingère et ça c'est déjà un bon début pour apaiser
tout le système intuitif de notre cerveau. À partir de là, le je prends sur moi est déjà beaucoup plus simple, mais pas toujours. Je prends sur moi, c'est s'obliger à faire des choses que l'on n'a pas envie de faire et que l'on sait être mauvaises pour nous. Mais on les fait parce que la société nous impose de les faire. Il faut que je fasse attention à mes mots pour pas rentrer dans de la divulgation d'informations confidentielles. Comme vous le savez, je suis pas que coach. J'aimerais bien être que coach, mais pour le moment, comme je débute l'activité, je ne suis pas que coach. J'ai aussi un travail alimentaire qui est le boulot d'enseignante, de prof. Je travaille pas avec des grands, je travaille pas avec des petits, je travaille avec l'étape intermédiaire, la plus difficile, en pleine adolescence. Voilà, donc je travaille dans un collège. Et j'ai une élève en particulier qui fait des choses qui me gênent. Voilà. Je peux pas rentrer dans les détails parce que ça rentre dans l'ordre de la confidentialité des informations, mais elle a une attitude en classe qui pour moi est extrêmement dérangeante. Elle fait pas beaucoup de bruit, mais c'est quelque chose qui me dérange. Et donc je suis allée voir au-dessus de moi pour demander à ce qu'on trouve une solution au problème. Et en fait la solution qu'on m'a proposée c'était de... Mais enfin il faut prendre sur vous madame. Ok, d'accord. Ça a fait largement partie des raisons pour lesquelles là, je dois me retirer momentanément de mon lieu de travail parce que ça me dérange énormément. Et l'idée de reprendre le boulot et en première heure du lundi, d'avoir cette gamine en face de moi qui fait un truc qui me sort par les yeux et qui me rend mal à l'aise, ça allait pas quoi. Mais ça je peux arriver à prendre sur moi quand tout va bien. Or là j'ai eu quand même beaucoup de tracas personnels dernièrement, dont le décès de ma grand-mère qui était ma figure d'attachement primaire. Alors c'est quoi une figure d'attachement primaire? C'est la personne à laquelle un enfant va s'attacher et prendre pas exemple, mais si, mais ça va être la personne de confiance d'un enfant. En général, ce sont ses parents. Mais quand des enfants ont passé beaucoup de temps chez leurs grands-parents aussi, ce qui était mon cas, ils développent aussi un attachement à une figure d'attachement primaire pour leurs grands-parents. Pour la petite histoire, de 0 à 7 ans, j'ai grandi toute seule avec ma maman. Et mon père... était marin à moyen cours, il partait sur des pétroliers à l'autre bout de l'Afrique et de la Scandinavie, donc pas à l'autre bout du monde, donc il n'était pas au long cours, lui il était à moyen cours, il partait juste en Afrique et dans les pays scandinaves, et donc on ne le voyait pas beaucoup. Et je passais pas mal de temps chez mes grands-parents, qui eux vivaient ensemble, donc l'image, le couple parental en fait, a été guidée chez moi par mes grands-parents, chez qui je passais beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'exagère en disant que j'ai passé la moitié de mes 0-7 ans chez mes grands-parents, mais on y est presque. Ça m'est arrivé d'y passer des longues périodes, jusqu'à un mois, quand ma mère allait rejoindre mon père sur les bateaux. C'est arrivé que je reste un mois chez mes grands-parents. C'est arrivé que j'y reste des périodes plus longues que juste un week-end. Que j'y passe des vacances entières, enfin voilà. Donc... mes grands-parents, c'était une image du couple parental, et ma grand-mère étant la seule personne sur Terre en qui j'ai 200% confiance, c'était vraiment ma figure d'attachement primaire. Et elle nous a quittés brutalement le jour de son anniversaire, fin janvier, début février. C'était le 31 janvier pour être exact, le jour de son anniversaire était le 30, mais bon, il était hospitalisé le 30, on va pas rentrer dans les détails ni chipoter. Voilà, mais c'était pas prévu au programme. Et donc du coup, ce départ soudain et brutal a provoqué un espèce de tsunami. Et là, depuis, je n'ai plus la capacité à prendre sur moi.
mon système d'alerte et mon système d'urgence est bloqué. J'ai perdu la seule personne au monde en qui j'ai à 200% confiance. Je me retrouve toute seule avec moi-même. C'est une sacrée étape. Parce qu'en fait, en réfléchissant longuement, je me rends compte que même ces enfants, on ne peut pas leur faire à 200% confiance parce que ces petits chenapans arrivent quand même à nous trahir. Et c'est normal, heureusement qu'ils le font. Mais ils arrivent quand même à nous faire tourner en bourrique, à nous faire des entourloupes, à nous mentir, à essayer de dépasser les limites. Enfin voilà, ils jouent avec nous. Alors que moi, avec ma grand-mère, enfin si, je lui ai fait ça, mais elle m'a pas fait ça. Ma grand-mère, elle a jamais essayé de pousser les limites avec moi. Et elle avait un rôle éducatif, mais pas le même que celui d'un parent. Et c'était quand même quelqu'un avec moi qui était plutôt très stable et très gentil. Et qui essayait de compenser à sa hauteur ce qui me manquait dans ma vie. Donc voilà, c'était la personne d'attachement la plus importante. Aujourd'hui, je ne saurais pas qui je suis si je n'avais pas passé autant de temps avec ma mamie. L'émotion est forte, donc voilà, j'essaye de vous l'épargner. C'est elle qui m'a appris à cuisiner justement, qui m'a appris à coudre, qui m'a appris à être persévérante, qui m'a appris à faire plein de choses, voilà, à être créative, à savoir regarder les fleurs. C'est dans les jupons de ma grand-mère que j'ai découvert le jardin et les plaisirs du jardin. Quand j'étais petite, elle avait des poules, des oies, des canards, des lapins. Voilà, elle avait un jardin rempli de fleurs. Elle adorait les fleurs, c'était vraiment une passionnée de fleurs. Elle mettait beaucoup de robes à fleurs, elle aussi, il n'y a pas que moi, comme quoi. Voilà, donc on a quand même passé beaucoup de temps ensemble toutes les deux. Et c'est quelqu'un sur qui je pouvais compter. Sauf là, sur la dernière année, elle avait fait un AVC il y a un peu plus d'1 an et donc elle perdait un peu la tête. Ce qui fait que ça a empêché un peu de lui téléphoner parce que c'était pas évident. Mais quand j'allais la voir, elle était toujours contente. Et voilà. Donc là, prendre sur soi, pas simple. Hein. On traverse un tsunami personnel. J'ai des tracas avec au moins une de mes filles en ce moment. La deuxième, ça temporise. L'aînée, ça va. Mais au niveau de numéro 2, numéro 3, elles alternent les moments où ça va pas. Et là, c'est celle du milieu en ce moment qui m'a posé pas mal de problèmes. Avec des inquiétudes assez fondées que justement l'entourage a tendance à minimiser et dire oh mais tu te fais un sang-dingue pour pas grand chose, qu'est-ce que tu te casses la tête pour ça, tu vas voir, prends sur toi, ça va bien se passer. Ouais, sauf que quand on va chez un professionnel de santé ou un spécialiste qui dit heureusement que vous avez été très vigilante parce que là on a évité une catastrophe, vous êtes gentils les gens là avec vos injonctions sociales, mais moi je suis contente d'avoir quand même une hypersensibilité qui fait que je suis sur le qui-vive et que je sens les dangers arriver. Alors je suis pas une maman poule, je suis pas une mère louve, je suis pas une mère lionne, je suis une mère néandertale moi. Je sens le danger arriver et je sens si mon petit se met en danger ou pas et si sa force de survie, enfin si comment dire, si son instinct de survie est en danger ou pas. Voilà, et là j'ai senti ma petite en danger, donc j'ai remué ciel et terre pour qu'elle ne soit plus en danger. Et j'ai quand même plusieurs personnes hors contexte familial et social qui m'ont dit waouh, vous avez bien fait, parce que là on était proche de la situation dangereuse. Pour la faire courte, on est passé. Je vous fais une photo du tapis de fleurs. Il y a des pervenches, il y a plein de trucs. C'est trop beau. Je la mettrai sur Instagram. Une petite clochette blanche. On est passé pour le moment à 2 doigts d'une forme d'anorexie. Voilà. Et c'est pas encore complètement gagné, hein, parce que avec l'anorexie et l'adolescence, on sait que ça peut revenir et que c'est un combat qui n'est jamais gagné. Peut-être que
ça peut se déclencher à l'âge adulte aussi. Enfin voilà, c'est un combat qui n'est jamais gagné. Mais pour le moment, là, on a réussi à l'éloigner. Parce qu'en fait, cet enfant est sûrement touché par les troubles autistiques et donc a des troubles alimentaires, des spécificités alimentaires. Et elle ne mange que des trucs qui ont une couleur et une texture qui lui plaisent. Voilà, mais ça je crois que pareil, j'en ai déjà vaguement parlé dans l'hypersensibilité sensorielle ou je sais pas, ça peut aussi faire partie d'un autre podcast. N'hésitez pas, quand je vous dis que ça j'aimerais en parler dans un autre podcast, vous pouvez me mettre un petit message sur l'Instagram, le Jardin des Talents, par mail ou maintenant sur le site internet il y a une fonction de chat et moi j'ai l'application dans mon téléphone donc je peux répondre. Au contraire, j'aimerais que ce soit assez interactif comme fonctionnement le podcast. Donc vous pouvez me dire, ah oui tiens Marie, t'évoquais l'idée d'aborder le sujet des spécificités alimentaires, ça m'intéresse. Voilà. Donc tout ça pour dire que je prends sur moi, au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Il y a trop de tracas, trop de trucs, ça va pas à la maison, ça va pas au boulot, ça va pas dans la famille, ça va nulle part en fait. Et donc le je prends sur moi, ça marche plus. Là où on peut arriver à s'auto-calmer, à se dire non mais ça c'est bon, je vais le faire. J'ai pas envie mais je le fais. Il y a un moment donné où on explose. Alors pour éviter d'exploser, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui de faire, parce que j'aime bien l'idée de vous proposer des petits exercices, maintenant qu'on a passé pas mal de temps sur la théorie dans la première saison du podcast. La deuxième saison est un peu plus orientée sur je me pose des questions et on fait des petits exercices. Je ne l'ai pas présenté ni verbalisé comme ça, mais c'est un peu ce qui en découle. Le petit exercice que je voulais vous proposer, c'est de prendre du temps justement pour noter à vous-même. Alors noter à vous-même, c'est pas forcément par écrit. Si vous avez le temps de le faire par écrit, vous pouvez le faire par écrit. J'ai quelqu'un qui m'a dit moi j'écoute tes podcasts et puis après je vais marcher dans la forêt, je m'enregistre et après je me réécoute et après j'efface. J'ai trouvé ça génial, donc je pense qu'elle se reconnaîtra parce qu'elle écoute tous les épisodes, mais j'ai trouvé ça super. Donc à vous de vous approprier votre façon de noter. C'est pas parce qu'on dit noter que c'est forcément sur un calepin avec un crayon quoi. Ça peut être noté mentalement, ça peut être noté dans l'ordinateur, ça peut être noté à l'oral, ça peut être en discuter avec quelqu'un. C'est pas forcément une activité d'introspection en solitaire, quoi. Ça peut se faire avec un interlocuteur. Enfin voilà, mais bon. Je vais plutôt dire, prenez conscience de toutes les choses, du matin jusqu'au soir, que vous faites ou vous prenez sur vous. Ouais. Mais vraiment du matin jusqu'au soir, du moment du réveil, tout ce qui vous gonfle dans la journée, où vous prenez sur vous pour pas exploser, parce que clairement si vous explosez, en face personne ne va comprendre. Mais parfois ça commence dès le réveil. Si on dort à deux et que on n'apprécie pas du tout la façon dont l'autre a de se réveiller, déjà on peut aussi commencer la journée par prendre sur soi. Voilà, et là la journée elle est longue derrière. Ou si on est particulièrement sensible au fait que ses affaires soient respectées et que on n'aime pas beaucoup quand un autre habitant de la maison pose ses affaires sur les siennes ou déplace un truc qu'on avait posé là parce qu'il y avait un intérêt à ce qu'il soit posé là et on prend sur soi parce que tu vas quand même pas nous faire un pâté parce que je t'ai posé un truc là quoi. Voilà. Bah alors si, j'ai envie de faire un pâté parce que pour moi c'était important et voilà. Donc vraiment prenez le temps de recenser toutes les petites choses et une fois de plus, il n'y a que vous dans votre tête, sauf si vous êtes dans l'échange avec quelqu'un, mais il faut vraiment trouver une personne bienveillante qui ne sera pas dans le jugement. Vous êtes tout seul dans votre tête, donc si c'est même ça m'énerve quand les gamins remettent pas bien le papier toilette sur le dévidoir, et ben ça fait partie de vous et vous prenez sur vous pour pas exploser à ce moment-là. Donc vraiment vous allez chercher tout ce qui vous énerve dans une journée. Et toutes ces choses pour lesquelles vous prenez sur vous. Et il y en a sûrement des beaucoup plus lourdes aussi dans une journée. Il y a des choses qui sont du détail, qui peuvent sembler être minimales, mais des choses qui sont beaucoup plus lourdes.
Donc vous prenez le temps de noter tout ça. Et une fois que c'est fait, la liste elle peut avoir pas beaucoup d'éléments ou beaucoup d'éléments, hein, ça c'est vous qui voyez. Ça peut être des choses que vous faites, ça peut être des choses que les autres font. Mais en général, si on doit prendre sur ça, c'est parce que c'est autour de soi. C'est pas dans sa bulle. En général, dans sa bulle avec soi-même, on est plutôt bienveillant. Enfin, je vous le souhaite d'être plutôt bienveillant avec vous-même. Mais c'est des choses, on a la contrainte de faire pour s'acheter une paix sociale. Donc tout ce qu'on fait dans une journée pour ne pas déclencher un énième conflit ou une énième remarque ou un énième truc ou voilà, pour être vraiment dans une relation apaisée à l'autre. Voilà, donc une fois que c'est fait, je prends des photos en même temps parce qu'il y a plein de petites fleurs. Là, il y a des primes verts, c'est super joli. Ça rend pas aussi beau en photo de téléphone que dans la réalité de la forêt. Mais la forêt est belle là, en cette fin d'hiver, début de printemps. Donc, une fois que c'est fait, et ben vous allez hiérarchiser ces je prends pour moi. Vous allez les hiérarchiser. 0, ça ne demande aucune énergie de le faire, ça me semble normal. Et 5, c'est insurmontable. C'est vraiment, ça me demande trop d'énergie et ça me fatigue. 3, ça m'agace, mais je peux encore le faire. Ok ? Donc, ouais. Non, alors, c'est pas 0. 1, on va dire, parce que pour que ce soit plus cohérent. 1, ça ne me demande que très peu d'efforts. Enfin, si vous pouvez mettre le 0 aussi, parce qu'il y a des trucs parfois qu'on fait et ça demande aucun effort et ça semble normal, mais du coup on ne prend pas sur soi, donc ça n'a pas trop lieu d'être. Mais si jamais vous avez des éléments dans votre liste qui sont à 0, vous les gardez quand même. Mais sinon, 1, ça me demande un peu d'effort, mais ça va. Et puis voilà, crescendo, 3 c'est au milieu, ça me demande des efforts et ça me pèse un peu. 4, ça commence à être vraiment lourd. 5, c'est juste plus possible, ça c'est un truc, j'ai plus envie, je vais exploser. Ok, donc vous faites votre liste, vous hiérarchisez les éléments. N'hésitez pas à faire des pauses entre les consignes. Au contraire, faites une pause, vous réécoutez après, vous écoutez le podcast d'un coup, puis après vous savez que c'est à la minute, vers la moitié, là, vers 30 minutes. Je sais pas si ça sera la moitié, je sais pas quand je vais m'arrêter. Mais vers 30 minutes à peu près, Marie, elle a dit qu'il fallait faire un exercice. Donc hop, oups, on avance, le petit curseur et on revient par là pour pas se retaper tout le début si on n'a pas envie. Après, si vous aimez le doux son de ma voix, ça me fait plaisir, mais voilà. Donc, on a hiérarchisé les différents éléments. Et maintenant, tous ceux qui sont à 4 ou à 5, je dirais, vous essayez de trouver une alternative ou une solution. Ta-ta. Ouais, c'est facile. C'est fait, je suis morte de rire. Une alternative, c'est-à-dire pouvoir en parler à la personne qui demande de prendre sur soi. Une alternative, c'est essayer de trouver un intérêt commun avec la personne en face et d'essayer de comprendre pourquoi elle fait ça et pourquoi elle vous demande de faire ça et d'essayer de trouver un espèce de compromis. En fait, pour les points 4 et 5, il faut vraiment aller sur une gestion du conflit non violent. Parce que même si vous prenez sur vous, ça crée un conflit interne qui après se remplit la cocotte minute et après peut provoquer un conflit externe avec un interlocuteur. Ah, voilà, parce que l'idée de prendre sur soi, c'est s'acheter la paix sociale, mais c'est de la paix sociale éphémère. Elle est à courte durée, elle n'est pas à long terme. Qui que ce soit, si on prend sur soi à un moment donné, il y a forcément un autre moment où on explose. Et donc si on ne veut pas exploser, l'idée c'est quand même de pouvoir gérer ces je prends sur moi. Donc je gère ce je prends sur moi, j'essaie de pouvoir en parler à la personne d'une façon non violente. Pour toutes ces questions de non-violence, je préfère que vous preniez contact directement avec moi parce que j'ai terminé mon niveau 2 aux États-Unis et du coup j'ai pas mal d'outils à proposer là-dessus. Trouver des solutions, c'est aussi envisager de bouger les choses.
c'est pas rester enfermé dans une situation de je prends sur moi, mais c'est accepter qu'on doive faire autrement. Bon bah là, je pouvais plus prendre sur moi au boulot. J'en étais à la limite de devenir malveillante avec mes élèves parce que je pouvais plus prendre sur moi, sur le bruit, le brouhaha, les interruptions continues, le fait qu'ils bossent pas, le fait qu'ils s'en foutent, le fait que j'avais l'impression d'être le seul moteur de la machine et que si je suis pas moteur, il se passe rien. Moi là, j'y arrive plus, donc j'ai accepté qu'on m'arrête. Normalement, j'accepte jamais qu'on m'arrête et je vais jusqu'au bout parce que c'est mon éducation. On m'a élevé comme ça, on m'a élevé en me disant le travail, c'est une valeur forte. Et quand on est quelqu'un de bien, il faut travailler jusqu'à s'en rompre le dos, quitte à mourir au travail. Moi, j'ai pas envie de mourir au travail, j'ai envie de mourir de sagesse quand j'aurai 150 ans. Oh, peut-être pas 150, mais 105. Je sais pas, j'ai envie de vivre très très vieux, moi. J'ai pas envie d'arrêter ma vie tôt. J'ai envie d'aller vivre vieux. Et hier, j'ai vu un mini reportage brut sur une dame qui a 102 ans et qui a toujours sa petite boutique de cartes postales, je sais pas où, au milieu de la France. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Je me suis dit, ah, c'est elle mon modèle. C'est ça que je veux faire quand j'habitais au Luxembourg. Mon bureau, c'était une grande histoire ça, mais mon bureau se trouvait dans les bâtiments d'un couvent en fait. Et dans le couvent, il y avait aussi une maison de retraite. Et dans la maison de retraite, il y avait un vieux monsieur qui est mort le jour de ses 100 ans. Et lui, jusqu'à 100 ans moins 2 semaines, il a continué de travailler. C'était un avocat très connu au Luxembourg. Et il partait le matin à 10h. Son chauffeur venait le chercher, le ramenait à midi. Il revenait le chercher à 14h. Il le ramenait à 16h. Non, il repartait à 16h, il revenait à 18h. Parce que 14h à 16, il devait faire la sieste. Et voilà, et il travaillait 4 heures par jour, mais en attendant, il a travaillé jusqu'à 100 ans moins 2 semaines. Et ça, je me suis dit, waouh, ça c'est mon idéal de vie. Moi, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Je veux faire femme très vieille, mais qui continue de travailler jusqu'au bout et qui a encore toute sa tête. Et je veux pas mourir au boulot, en tout cas. Je veux pouvoir avancer et devenir sage. Ça, je crois que je vous ai déjà fait rigoler là-dessus. Non, il me semble qu'il y a un épisode où je vous ai raconté que depuis toute petite, je voulais devenir sage. Qu'est-ce que tu veux faire plus grande ? Je veux faire comme Bouddha, je veux être un sage. Je veux avoir la connaissance philosophique du monde. Je n'ai que 44 ans, je ne suis même pas à la moitié de mon chemin. Si je vis jusqu'à 105 ans, j'ai encore largement... J'ai encore 10 ans pour arriver à la moitié de mon chemin. Donc voilà quoi. Donc non, j'ai pas envie de trop prendre sur moi non plus. Parce que si je prends trop sur moi, après, je vais tomber malade. Quand on prend trop sur toi, qu'est-ce qu'on fait ? On tombe malade. Et si on ne le verbalise pas, on se fabrique un petit cancer à l'intérieur de soi-même. Si on en parle un peu, mais pas assez, on peut faire une petite dépression qui ressemble à un petit burn-out ou un petit burn-out dépressif ou un petit truc comme ça. Si on n'en parle pas et qu'on reste en pilote automatique, on peut se faire mal. Alors quand on se fait mal, c'est moins grave, mais on peut aussi avoir un accident de voiture ou se mettre en danger dans sa voiture. Voilà, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous de prendre conscience à un moment donné qu'on s'était mis grave en danger parce qu'on était en pilote automatique. Et c'est quand même con de finir écrasé dans un accident de voiture juste parce qu'on était surmené et qu'on prend trop sur soi. Quand on prend trop sur soi, on oublie qui on est finalement. On rentre dans un espèce de costume de personne parfaite et qui convient au monde autour, mais on ne s'écoute plus. Donc voilà, je prends sur moi niveau 4-5. Quand je dis chercher des solutions, c'est accepter de s'arrêter. C'est accepter de se dire, pour ceux qui ont des enfants tout petits, c'est moins facile. Ceux qui ont des enfants tout petits, qui vivent pas très près de leur famille, c'est beaucoup moins facile. Moi, j'ai l'avantage d'avoir des enfants qui commencent à être grands, 15, 12, 9. C'est-à-dire que si je leur dis aujourd'hui, de 16h à 22h, ce qui était le cas le week-end dernier, vous êtes en free, les filles, parce que moi, je suis en formation. Elles savent s'occuper, elles savent se préparer à manger, elles savent mettre la table. Voilà, en plus elles sont mignonnes. Je leur avais dit l'heure à laquelle était ma pause et donc on a mangé ensemble. Elles avaient envie qu'on mange ensemble. Donc on a mangé ensemble, mais elles avaient préparé, elles ont fait réchauffer, elles ont fait des trucs, mis la table. Et quand je suis descendue au moment de la pause, j'avais plus qu'à mettre les pieds sous la table. Bon, ça c'est pas à faire trop souvent non plus, c'est pas le rôle des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les enfants sont plus grands, on peut aussi s'autoriser du temps pour soi. Parfois je peux leur dire, je suis extrêmement fatiguée.
Et j'ai vraiment besoin de me reposer. Et là, pendant 2 heures, j'ai envie d'être au calme. Donc on a la chance aussi d'avoir un grand jardin, que les enfants puissent faire un peu plein de choses. Et de pouvoir... et moi, je peux m'isoler pendant 2 heures. Donc trouver une solution, c'est aussi se dire, tant pis, je laisse les petits à leur père ou chez une copine. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire un truc qui me fait du bien. Et si c'est juste aller me poser dans ma voiture pendant 2 heures à regarder un lac et aller s'acheter un paquet de clopes pour fumer 10 clopes en 2 heures, et tant pis, ouais ok, fumer c'est pas bon, mais en attendant on s'est fait un truc qui fait plaisir, quoi. Oui, non, enfin de la clope qui fait plaisir parce que vous êtes déjà un gros fumeur, mais moi ça m'est déjà arrivé de me dire ah putain bordel de merde, fais chier, j'en ai ras le bol, et de prendre ma bagnole, je me jette un paquet de clopes que je jette après. Voilà, de l'argent gaspillé, mais bon. Et je vais fumer 5 clopes en 1 heure sur un truc, là, à regarder la rivière. Là, je me dis, ah, c'est cool, un peu de liberté. C'est de la fausse liberté, mais bref, en attendant, je fais un truc qui me fait plaisir à ce moment-là. Oui, je pourrais aussi aller m'acheter plein de bonbons Haribo dégueux avec plein de gélatine de porc et de perturbateurs endocriniens et de sucre raffiné, mais ça me fait moins plaisir, et puis après, ça me donne mal au ventre. Je supporte plus le sucre. Voilà, donc c'est de s'autoriser justement à se détacher du point problématique et à dire je prends du temps pour moi. Alors prendre du temps pour soi, pour arrêter de prendre sur soi, c'est évidemment pouvoir aborder le sujet de façon plutôt calme avec la personne en face, et idéalement dans une vie de bisounours, dans une vie parfaite, dans une vie extraordinairement remplie de paillettes et de petits cœurs et de papillons, c'est pouvoir dire je me sens particulièrement sous tension, je souhaite pouvoir prendre un peu de temps pour moi et que tu respectes ce temps pour moi. Donc ça c'est même pas dit dans les trucs qu'on nous a appris à faire aux États-Unis. Non, c'est pas ça, c'est je me sens sous tension. J'ai besoin de prendre du temps pour moi et j'aimerais que ce temps soit valorisé à tes yeux et que tu sois plutôt dans une démarche positive à mon égard, en fait, hein, voilà. On essaie de ne pas juger l'autre, c'est hyper compliqué comme exercice, je suis pas encore très forte avec ça. Ma voisine, elle y arrive vachement mieux, mais elle, ça fait plus longtemps qu'elle s'entraîne sur la formulation de la demande positive. Mais voilà, d'arriver à demander un truc de façon positive. Je vais donner un peu une piste là, moi je suis pas encore au point là-dessus, je peux pas vous en donner une nickel, mais essayez de vous entraîner déjà avec les adjectifs non jugeants, mais ça on l'a déjà vu. Hein, de ne pas dire je me sens abandonnée mais je me sens triste, parce que abandonner implique l'autre et triste implique que soi. Donc je me sens sous tension, c'est moi. Moi je me sens sous tension. Je me sens sous tension parce que j'ai trop d'injonctions. Et donc on stigmatise pas juste la personne qu'on a en face de soi. On dit pas c'est toute ta faute. Non, c'est le Covid il peut servir d'argument, il est quand même vachement pratique en ce moment. Tu comprends ? Entre le couvre-feu, les masques et le Covid, moi j'ai vraiment besoin de prendre l'air. Voilà, on peut jouer un peu là-dessus si on n'a pas envie de justifier. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où on a quand même très très souvent besoin, enfin pour soi-même non, mais les autres sont souvent en demande de justification. Et ce qui peut être très très pénible justement, et on prend sur soi pour donner la justification à l'autre. Mais ce serait bien qu'on puisse arriver à vivre en pleine confiance avec tous nos interlocuteurs sans avoir besoin de se justifier. Et quand je dis je suis sous tension, normalement j'ai pas besoin de justifier pourquoi. Voilà, c'est comme ça, je suis sous tension. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment et je me sens sous tension. Et j'ai pas à aller énumérer tous les trucs qui font que je suis sous tension en ce moment, parce que en fait ça regarde pas l'autre. Je veux dire, 2 personnes s'enfoncent une écharde dans le doigt, ça se trouve il y en a une qui aura pas mal et l'autre qui aura très très mal. Et dans le cadre du coaching, je me rends compte que j'ai parfois en face de moi des personnes, vous sentez surtout pas visées parce que je saurais plus qui c'est en plus, et essayez pas de chercher si c'est vous ou pas vous,
mais qui me confient parfois des choses qui les ont vraiment provoqué du surmenage émotionnel. Et à côté de ça, j'ai une autre personne qui m'a raconté une même situation, mais pour qui l'incidence ne sera pas la même. On n'est pas égaux face à l'adversité. L'adversité, c'est tout ce qui est sur notre chemin et on n'est absolument pas égaux et on ne réagit pas tous de la même façon. Tout dépend de notre parcours personnel, de notre histoire, de notre enfance, de notre éducation, de notre part de gène néandertal dans notre code génétique, de nos croyances, de notre spiritualité, de notre humeur du moment, de la pleine lune, pas la pleine lune, si c'est le printemps, l'hiver, l'été, de notre anniversaire, de Noël, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas tous égaux face à l'adversité. Et ce qui peut être de l'adversité pour une personne à un moment donné, peut aussi très bien ne rien représenter du tout pour une autre personne. Donc, de s'autoriser de l'indulgence avec soi-même, et surtout, ne pas entrer dans le schéma de la justification, parce que si vous confiez à quelqu'un quelque chose qui vous demande de prendre beaucoup sur vous en ce moment, et que la personne en face vous réponde « Ah ouais, ah ok, d'accord, nous, je vois pas où est le problème, moi. » Du coup, on se sent pas bien, on se dit « Crotte, flûte, zut, est-ce que c'est moi qui suis pas normale ?» Et donc quand ça vous le fait, quand vous avez en face quelqu'un qui semble minimiser un peu votre ressenti, pensez toujours à l'histoire de l'écharde dans le doigt et de se rappeler qu'on n'est pas tous égaux face à l'adversité et de demander à la personne en face d'écouter votre ressenti à vous. C'est mon ressenti, c'est comme cela que je ressens les choses. J'ai pas dit que c'était la vérité, je dis juste que pour le moment, je ressens les choses comme ça. Et pour le moment, moi, je dois trop prendre sur moi. Et donc là, ça va plus en fait. J'ai vraiment besoin de recul, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de mettre à plat. Parfois, ça peut être dans du relâche, parce que je suis en train de m'adresser à la sphère privée, mais ça peut être aussi dans la sphère professionnelle. On a aussi le droit de dire à son interlocuteur j'ai bien pris en note tout ce que vous venez de me demander et maintenant j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Le temps n'est pas forcément long. Le temps, on peut dire à son client ou à son chef ou à son N+2, on a le droit de lui dire j'ai besoin là de réfléchir un peu. Est-ce qu'on peut se recontacter à midi? Est-ce qu'on peut se recontacter cet après-midi? Est-ce qu'on peut se recontacter demain? Voilà, j'ai besoin de mettre les choses à plat. J'ai pas envie de prendre sur moi une fois de plus et d'accepter un truc qui finalement ne me convient pas, ou j'ai pas envie de pas être alignée et de me sentir un peu mis sous pression. Parce que c'est toujours ça en fait, quand on prend sur soi, on est mis sous pression. Il y a toujours une forme de chantage psychologique qu'on s'impose souvent. On se dit oula, je vais pas foutre le bordel là-dedans, je vais prendre sur moi. Et puis parfois il y a les autres. Prends sur toi, faut que tu prennes sur toi un peu. T'es trop sensible, t'es trop fragile, t'es trop ceci, t'es trop machin. Ou pire, quand quelqu'un renie votre ressenti, vous lui dites je me sens triste. Non, t'as pas à être triste. Si, je suis triste. Pourquoi tu me dis que j'ai pas à être triste? Si moi je me sens triste, j'ai le droit d'être triste. Donc non, j'ai pas à prendre sur moi et à me dire que je suis pas triste. Je suis triste à ce moment-là et donc j'ai le droit d'être triste à l'intérieur de moi. Et si j'ai besoin de le partager avec quelqu'un, mais la personne en face, en fait, en théorie, elle n'a que à écouter. Donc ce que je vous donne comme orientation sur ce qu'on doit attendre des autres, mais c'est vous aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un vous confie quelque chose, soyez vous-même aussi dans l'indulgence, dans l'écoute active. L'écoute active, c'est être juste capable de dire d'accord, ok. Ah oui, en effet. Ah oui, et c'est du paraverbal. On n'est pas du tout dans un échange construit. On n'est pas là pour donner une solution. On n'est pas là pour apporter son savoir et donner des conseils. On est juste là pour être dans l'écoute active. Donc montrer à la personne en face qu'on l'a entendu. Et parfois, pour la personne qui a un problème, juste le fait de pouvoir se sentir être écouté va déjà diminuer la sensation de « je prends sur moi »
puisqu'elle se sent entendue par l'autre en face. Et si l'autre a entendu, ça veut dire que ce qu'elle a à dire est entendable. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, quand je suis allée voir ma hiérarchie, quand j'ai évoqué le problème de la gamine, j'aurais largement préféré entendre « Ah oui, en effet, d'accord, ok, ah oui, je comprends, effectivement, d'accord, oui, cela peut effectivement être problématique dans certaines situations, d'accord, ok. Est-ce que vous avez des alternatives ou des solutions à nous proposer ? Voilà. Mais qu'on me regarde et qu'on parte sur ces grands chevaux en me disant « Ouh, faut prendre sur vous », en fait, moi, tout mon système se met en mode défense. Je me sens en danger. Je me dis « Ouh, ça va pas aller ». Hein, on repense à Néandertal qui part dans la forêt chercher son petit gibier. Et paf, il tombe sur un danger et il regarde l'autre, il dit « Oh, là, il y a un danger ». Et l'autre lui dit « Oh, mais non, allez, vas-y, on y va ». Et quick, crack, boum, boum, le danger, pouf, ils sont plus là, ils sont morts. Alors les personnes très intuitives l'expriment très très bien. Voilà, j'ai la chance d'avoir pu échanger avec plusieurs personnes extrêmement intuitives et pour qui l'intuition est quelque chose de très important. Et ces personnes expriment très très bien justement ce truc. De se dire non mais là mon intuition me disait que. Et autour de moi on me disait que non. Donc j'ai dû prendre sur moi. Et donc quand je prends sur moi, je perds confiance en moi, je perds en estime de moi. J'augmente ma citerne de frustration, j'augmente ma colère, j'augmente tout ce qui ne va pas et du coup après je vais pas. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, cet enregistrement est terminé pour aujourd'hui. Je regardais 4 km 400. Ouais, j'aime bien vous donner le nombre de kilomètres. Je sais pas si vous aimez bien. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous en fichez, si vous trouvez ça rigolo. Tous les petits commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aller faire un tour sur le site internet, recommander le site internet, aller sur le compte Instagram, me rejoindre sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous pouvez sur les réseaux sociaux. L'idée est de pouvoir... comme j'ai que des retours positifs pour le moment, parce que les retours négatifs, j'en ai pas eu. Parfois, on m'apporte des critiques constructives que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup quand on m'apporte des critiques constructives. Et quand elles sont formulées de façon positive, c'est toujours plus agréable. Voilà, mais comme j'ai des retours plutôt positifs et qu'on me dit « Ouais, tu m'aides beaucoup avec tes podcasts », je me dis que si vous aussi, vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un avec mes podcasts, eh bien, diffusez-les. Voilà. Bon, je vous souhaite une très très bonne journée. J'ai quand même fait ma pub à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, un joli mois de mars fleuri. J'essaie de vous enregistrer d'autres podcasts au mois de mars. Voilà. Et puis, dites-moi aussi ce que vous préférez pour la prochaine fois. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir m'adapter à vos demandes. À bientôt. Au revoir.